Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakidembe du JCTream Ltd. Bienvenue sur notre canal public, canal YouTube public, le JCTream Ltd TV. Et aujourd'hui, comme promis déjà depuis quelques temps, nous allons faire la présentation du VAM Service, donc du Virtual Autonomous Asset Management. Et le cadre de cette vidéo et de cette émission, c'est pour présenter le rapport numéro 2, Cashless Society numéro 2. Donc là, comme vous le savez, la mission du JCTUM Ltd est d'être la source du terminal d'intelligence pour tous, donc une espèce du Bloomberg des peuples. Et bien évidemment, moi, c'est Serge Kakilembe, donc je me présente encore une fois, fondateur PDG, je dirige les recherches, consultant et analyse ici au JCTream Ltd. Donc je ne vais pas vous ennuyer plus que ça avec ma présentation, vous allez pouvoir le voir à travers notre page web officielle et à travers les différents réseaux sociaux, donc LinkedIn, etc., etc. Mais ici, réellement, j'ai vraiment envie de faire court et d'aller directement au grain. Et donc, vous avez beaucoup plus, comment dirais-je, une plus ample présentation qui a été faite lors de la présentation du service VAM. Mais ici, c'est vraiment pour introduire uniquement le rapport numéro 2. Après le succès du premier rapport, donc Cash Society numéro 1, dans lequel on a vu pas mal d'actifs, donc tout ce qui est Bitcoin comparé à d'autres compagnies Big Tech. Vu qu'il y avait énormément d'actifs à voir, on a scindé le rapport en deux. Donc, faire la première partie qui était faite, là, un véritable succès. Et là maintenant, on va faire la partie numéro 2. Donc on a continué à générer une idée en allant encore bien plus loin, en ajoutant encore pas mal d'autres crypto-actifs qui servent aussi dans tout ce qui est paiement. Et bien évidemment, les cryptos nous amènent dans ce monde cashless. Et d'un autre côté, d'autres compagnies Big Tech, mais aller encore bien plus loin dans notre idée. Et c'est ce que l'on va présenter ici. Donc on en fait une présentation publique. Et à la fin de la présentation, vous allez avoir des liens vers notre page web officielle afin de passer à la précommande du rapport. Et lorsque le rapport est, on va dire, prêt, il vous sera distribué, comme c'était le cas pour le premier rapport. Donc tous ceux qui ont eu accès à ce premier rapport ont été satisfaits de la manière dont les choses ont été gérées. Donc ici, il n'y a pas de raison pourquoi on ne puisse pas réitérer tel exploit. Donc, commençons. Et ici, on a la chose clé. Donc, le Cashless Society, rapport numéro 2. Sous-titre East-West, Big Tech et crypto paiement. On va décortiquer cela parce que cette image parle énormément. Numéro 1, Cashless Society, comme on l'a vu dans notre première thèse et ceux qui ont le premier rapport VAM, c'est quoi? On voit bien qu'on va, l'avenir, la technologie, l'innovation, le tout nous amène vers une société dans laquelle on utilise de moins en moins de notes et de pièces de banque, donc du cash, donc de l'argent liquide. On a tout ce qui est paiement digitaux. Déjà, à travers des cartes de crédit et de débit, transferts bancaires qui sont déjà, c'est déjà de l'argent digital, donc notre euro, dollar, peu importe, digital. Mais maintenant, vous voyez qu'il y a encore quelque chose, enfin, il y a encore un plus à tout cela. Maintenant, avec l'avènement des cryptos, de la blockchain, Bitcoin, etc., on va encore bien plus loin. Donc ici, nous, dans nos idées, l'idée que l'on a, elle est simple, c'est se dire, tiens, on a l'innovation, les cryptos qui sont là, on voit tout ce qui est en train de se faire, tout ce remue-ménage, donc toute cette perturbation d'innovation qui a cours maintenant dans le monde entier, et on se dit, tiens, ici, en plus des cryptos, n'y aurait-il pas aussi d'autres choses aussi qui vont aussi être, qui vont exploser à la hausse? La réponse est oui. Donc ici, c'est comment ici réellement placer nos billes, ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, ne pas être uniquement crypto centrique, mais regarder aussi tout ce qui se passe. Pourquoi? À travers des analyses menées dans des actifs hors de la sphère crypto, mais qui sont en relation avec tout ce qui est crypto, ça nous permet mieux de comprendre ce qui se passe avec les cryptos. Un exemple, ce qu'on a fait dans le premier VAM Report, on a mis en relation le Bitcoin avec d'autres entités, donc Visa, Mastercard, PayPal, etc. etc. Pourquoi? Parce que réellement le Bitcoin étant une digital currency, ce n'est qu'un remplacement à, on va dire, une alternative, plutôt c'est mieux dit, donc une alternative à tout ce qui est Visa, Mastercard et PayPal. Ça fait quoi ici? Transfert d'argent, payer pour des biens et services. Donc avoir une analyse comparative de tout cela. Ce qui fait que ça nous permet de mieux voir le potentiel du Bitcoin, les lacunes et les carences du Bitcoin et la compétition entre, on va dire, l'avant et l'après. Mais le tout ici est FinTech et FinTech, c'est technologie financière pour améliorer les paiements, etc., etc. Donc là, on peut voir exactement tout ça. Donc ça nous permet d'aller bien plus en avant dans nos analyses et réellement d'être seul maître de notre prise de décision future. C'est-à-dire quoi? Tiens, que acheter quoi, faire quoi, trader, spéculer ou investir holding à long terme. Donc ici, lorsqu'on décortique l'idée, dans un premier temps, on a ce qu'on appelle East-West. Donc là, le Cashless Society, on le voit qu'il est de part et d'autre du globe, et on a séparé ça en deux groupes. Catégorie East représentée, on va dire à l'extrême orient, représenté par tout ce qui est la Chine, qui domine cela. Et donc ici, on a des compagnies clés. Tencent, qui opère avec WeChat Pay,
donc là que pratiquement tout Chinois opère avec, et on a Alipay de Alibaba, donc ce serait le bloc East. Le bloc Ouest, eh ben, on a des grands noms, on a la Libra maintenant de Facebook, et beaucoup de personnes ne savent pas, on a le Amazon Pay aussi qui est là. Dernièrement, vous avez vu dans l'écosystème crypto, donc là si vous regardez nos émissions B2Co que l'on fait hebdomadaire en compagnie de Nadi, vous voyez exactement que dernièrement, on a eu beaucoup de hearings, donc beaucoup d'auditions, beaucoup d'auditions pour tout ce qui est Facebook, leur Libra, etc., etc. Mais la dernière audition qui a eu lieu ici, on va dire à la mi-juillet, beaucoup de gens et beaucoup de personnes ne savaient pas qu'il n'y avait pas que Facebook qui était en hearing. Donc là, pourquoi? Bon, pour passer une audition à Capitol Hill, c'est-à-dire quoi ici pour venir et présenter, donc répondre aux questions du gouvernement concernant leur crypto. Il n'y avait pas que Facebook qui était là. Donc il y avait aussi d'autres entités, il y avait aussi les autres big tech, Google, Apple, Amazon aussi ont été, on va dire, convoqués et eux aussi tentent de rentrer dans l'écosystème blockchain et dans les crypto-paiements, eux aussi sont dedans. Mais bien évidemment, vu que eux n'ont pas encore publié un white paper officiel, eh ben, tiens, on n'a pas spécialement vu ce qui s'est passé. On a vu que les 6 heures de l'audition et du témoignage de David Marcus, qui est le responsable du Libra. Donc ici, succursale de Facebook. Donc voilà en gros tout ce que l'on a vu. Mais on va dire que ce sont les deux gros blocs que l'on peut identifier clairement. Donc ici, Tencent, l'équivalent de la compagnie Tencent, eh ben, ici en Occident, bah, ce serait Facebook avec le Libra, qui va servir bien évidemment à faire des paiements en peer-to-peer et tout bazar, etc. Et Alibaba, ben, Alibaba est souvent qualifié de l'Amazon chinois. Et donc ici, ben, directement, ben, le Amazon Pay, l'équivalent du Alipay. Donc ça, c'est notre idée East-West. Donc on va devoir regarder les deux choses. Dire, vous voyez que là, on est dans une sphère globale macroéconomique. Regarder ce qui se passe des deux côtés. Et ben, tiens, on va voir ici ben, tiens, les propositions de ces 4 protagonistes. Et réellement, ben, tiens, comment est-ce que le tout nous amène dans l'ère du cashless society. Et bien évidemment, en plus de cela, ben, c'est aussi Big Tech, mais on va continuer encore avec d'autres compagnies. Et on a Square, qui est créé ici par Jack Dorsey, qui est le PDG de Twitter. Et Square est un POS, donc Point of Sale, un point de vente qui peut être intégré, comme celui que vous voyez ici directement à l'écran, dans des commerces et ça leur permet d'accepter des paiements. Dans un premier temps en fiat, mais aussi la particularité de Square, c'est que Square était l'une des premières passerelles de paiement à intégrer les paiements en Bitcoin, là pour les marchands, donc là permettre déjà, bah tiens, que l'on puisse payer pour des biens et des services avec des cryptos. Donc Square aussi joue un rôle très important à ce niveau-là, déjà intégré, mais ça c'est un produit, on va dire, qui est nord-américain, donc aux États-Unis, fort intégré et qui a une expansion et une croissance. Maintenant, on s'attend aussi que ça prennent réellement un plus grand niveau. Et avec cela, une autre compagnie tech que l'on a, au même titre que Visa, Mastercard et PayPal, que l'on avait analysé dans le VAM Report numéro 1, donc cashless numéro 1. Et ici, bon, on apporte la continuité avec American Express. Et donc, eux aussi rentrent dans l'espace blockchain, eux aussi sont dans l'espace, on va dire dans tout ce qui est crypto, qu'il y a pas mal de choses qui sont faites, mais on va regarder ici les spécificités de ce qu'ils sont en train de mettre sur pied et comment est-ce qu'on peut intégrer cela. Donc, où est l'opportunité aussi par rapport à cela? Rappelez-vous, hein, si on dit que toutes les cryptos vont aller to the moon, eh ben, bien évidemment, les cryptos comme on le voit aujourd'hui, hein, d'un autre côté, ben, j'ai ma crypto, je m'appuie sur Visa, Mastercard pour pouvoir les utiliser au quotidien. Donc, pourquoi pas American Express, pourquoi pas Square, pourquoi pas Alipay, et surtout maintenant, on a Facebook, on a Libra. Vous avez déjà vu le buzz et l'engouement que cela a généré parce qu'on se dit, bah, tiens, si Libra viennent avec le wallet Calibra, on intègre la Libra dedans et qu'on peut aussi avoir d'autres crypto-monnaies comme Litecoin, etc., au sein du Libra, ben c'est un boom et c'est quelque chose de magnifique pour tout l'écosystème crypto. Donc vous voyez bien évidemment aussi qu'on a vu la présentation, enfin nous c'est ce qu'on a fait en interne et je recommande à tout le monde de le faire, donc de lire le white paper et de voir tout ce qui est fait, mais brièvement pour apporter une ligne explicative par rapport à tout cela, c'est quoi? Ben, c'est que il y a déjà des méga compagnies qui viennent opérer des nœuds. Donc, chaque nœud a été vendu à hauteur de 10 millions de dollars. Et maintenant, bah, Facebook en veut des centaines. Donc, on a des compagnies comme Visa, Mastercard et PayPal, tout justement, qui sont dedans. Donc, vous voyez déjà ici les ponts qui sont faits. Donc, si les cryptos vont to the moon, pourquoi pas aussi ces compagnies iraient to the moon? La volatilité des cryptos fait telle qu'on peut voir des mouvements et des retours sur investissement rapides, hein, de l'ordre de 50, 100, 200, 300, 1000, même 1000% dans des très petites périodes de temps. Alors que dans le stock market, il faut bien plus de temps pour avoir ce genre de retour, parfois même des décennies. Comme on a vu si vous regardez la présentation publique numéro 1 du VAM Service. Donc on a regardé les périodes de 2009 à 2019 et bien évidemment ici, une de nos thèses, c'est profiter, on va dire, d'investissement à long terme si toutefois on rentrerait dans une phase de récession et comment tirer avantage de tout cela. Donc ça c'est vraiment pour peindre, on va dire ici, comment dirais-je, décrire réellement bah, le fond, on va dire comment dirais-je, la grande perspective de notre idée, pourquoi et enfin le pourquoi et le comment on est en train de suivre exactement bah, les différents actifs que l'on a ici. Donc là ce sont les 10 actifs que l'on va suivre ici dans cette analyse, donc VAM Report Cashless Society numéro 2.
Et pour terminer avec l'idée, les crypto-paiements. Pourquoi? Il y a un tout nouveau business, bien évidemment du e-business. Et bien évidemment les cryptos aussi, des cryptos de paiement. Rappelez-vous que toutes cryptos ne sont pas des cryptos de paiement, mais des digital currencies qui servent ici à des paiements, qui maintenant, on voit qu'il y a des nouvelles industries florissantes. Et ces cryptos vont venir servir, donc apporter des solutions de paiement pour certaines industries. Et là aussi, il y a un gros à jouer. Donc d'un autre côté, bon, ouais, qu'on a des cryptos pratiquement de privacité, mais les quatre que l'on a ici apportent un certain degré de privacité. Donc là, elles se veulent être des digital currencies qui vont être utilisées au quotidien. Donc rappelez-vous, hein, les alternatives à Visa, Mastercard et au cash pour payer pour des biens et des services. Donc là, on a Litecoin, avec on connaît bien le fameux Pay with Litecoin, Monero qui est ici pour pouvoir payer et utiliser, donc retrouver, comment dirais-je, le même degré de privacité que l'on a avec des notes et des pièces de banque, donc du cash liquide, cash physique, mais maintenant dans le monde blockchain, donc là dans les paiements online, Dash qui a déjà intégré ici une sorte de privacité, le instant scène, etc., etc. Donc là aussi ils viennent desservir certaines industries clés, donc on va étudier, on va mettre en relation, comment dirais-je, le Dash avec ces industries et voir le potentiel, et le Zcash ici qui fait exactement pareil. Nous en interne ici au CryptoBlock News, on a fait une étude spécifique, une thèse d'investissement très poussée, très profonde sur ce qu'est réellement le Zcash et quelle industrie il va desservir. Donc ici on va intégrer cela, donc tous ceux qui auront accès à ce rapport auront aussi accès à cette thèse d'investissement spécifique. Et donc là, le Zcash étant de la famille du Bitcoin au même titre que le Litecoin. Donc là, ça va plus ou moins dans la même direction. Mais ici, vous voyez que le Zcash, à différence du Bitcoin et du Litecoin, a déjà en son sein intégré par défaut la privacité. Le Litecoin est en train de le rajouter avec le Mimble, etc. Donc voilà en gros les 10 actifs que l'on va étudier ici en long et en large. Et ici, comment dirais-je, grâce à cette vidéo, cette présentation publique ici pour le canal YouTube public, j'aimerais juste passer en revue quelques points et faire un peu l'introduction, la thèse introductive de ce fameux rapport, donc Cash Society numéro 2, du pourquoi, du comment, qu'est-ce qu'on voit, mais introduire deux points clés, le point East-West et le point Big Tech. Et donc là, ça va être ce point introductif, comme ça vous allez voir, tiens, il y aura quoi dans ce rapport. Ceux qui avaient déjà le premier rapport, tiens, verront ici la continuité, et du pourquoi, du comment, tiens, ce deuxième rapport aussi peut être quelque chose d'excellent à acquérir. Donc on y va, et avant de commencer, des extraits. Extraits de quoi? Qu'est-ce qui a été fait lors du rapport numéro 1? Donc un PDF de 116 pages, articulé donc avec une vidéo commentaire de plus de 10 heures. C'est pareil, je crois que c'était en 4 ou 5 vidéos dans lesquelles on a repassé en revue tout le PDF et point par point. Donc là, comme vous voyez ici, sont quelques captures écran du document que tous ceux qui ont acquis le rapport ont eu. Donc là, vous voyez exactement la quantité de travail, même pas spécialement en quantité, mais la qualité du travail et le détail. C'est ça qui est le plus important. Et voilà les différents points que l'on a eu. Donc nos risques matrix, c'est pas mal d'autres choses, quelques modèles ici, l'analyse technique vraiment poussée pour déterminer des points d'entrée qui sont clés. Les analyses quantitatives est fondamentale en regarder les différentes classes d'actifs pour pouvoir les comparer entre elles et voir les corrélations qu'elles ont, comment cela peut nous aider en termes d'indicateurs pour déterminer des points d'entrée qui sont clés et quelles sont les choses à tenir en compte. Et bien évidemment ici, des analyses comparatives entre ces différentes classes d'actifs, donc ici Bitcoin avec Visa, Mastercard et PayPal, et regarder point par point leurs métriques, et on voit exactement la compétition et qu'est-ce qu'il y a. Et par rapport à cela, on peut souligner et réellement mettre en évidence les lacunes, les carences et bien évidemment le potentiel. Donc là, voilà en gros ce qui a été fait dans le rapport numéro 1, ce qui fait que dans ce rapport numéro 2, on va maintenir le même degré, on va dire, d'analyse et réellement la même qualité de rapport. Voilà exactement ce que l'on va retrouver aussi dans ce cashless numéro 2. Donc là, comme ça, ceux qui n'ont pas vu, vous voyez un peu exactement ce qu'on a fait, et si cela vous intéresse, vous savez où nous trouver. Vous allez avoir tous les liens et tout cela en fin d'émission. Donc maintenant, commençons avec le premier point, Big Tech. Donc on va introduire ici quelques lignes par rapport à cela, donc rien de très long, mais vraiment gratter cela en surface et voir alors qu'est-ce qu'il y a ici, qu'est-ce qui se passe avec les Big Tech. Comme vous le voyez ici à l'écran, on a Google, Apple. Ça, c'était des compagnies qu'on avait déjà analysées, donc on sait exactement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans cet espace. Donc on a vu ça dans le rapport numéro 1. Maintenant, on va se focaliser sur Facebook et Amazon, mais on va avoir un point introductif par rapport à cela. Donc on va aller à la BRI, dit la BIS, donc Bank for International Settlements, et BRI, donc c'est la Banque des règlements internationaux, et ils ont émis un rapport très long que qu'on va décortiquer ici aussi. Mais ici, on va vraiment avoir juste le point. On va se baser là-dessus, mais juste en faire un petit résumé afin de le présenter ici. Vous allez voir que eux aussi s'attendent réellement, sont en train d'anticiper l'entrée des big company tech dans l'espace des paiements. Donc, lisons ensemble, Big Tech dans la finance, opportunités et risques.
Si la percée des grands groupes technologiques, donc dit les big tech comme Alibaba, Amazon, Facebook, Google et Tencent, donc vous voyez qu'on a déjà un parallèle avec les compagnies que nous, on va analyser et vous voyez que là aussi, à ce niveau-là, ben, on les regarde parce que ce sont vraiment les tenants du flambeau, ce sont les compagnies les plus importantes à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'ils vont faire une entrée dans les services financiers, notamment les paiements, l'épargne et le crédit, et pourrait améliorer l'efficacité du secteur et accroître l'accès à ces services. Elle s'accompagne également de nouveaux risques, souligne la Banque des règlements internationaux, donc dit la BRI, dans son rapport économique actuel. Donc, dans un chapitre spécial consacré au Big Tech dans la finance, la BRI note que ces entreprises offrent de nouveaux avantages potentiels dont l'amélioration de l'efficacité de la prestation de services financiers, la facilitation de l'inclusion financière et la promotion des bénéfices qui en découlent pour l'activité économique. Poursuivons. Cependant, l'entrée des Big Tech dans la finance introduit des éléments supplémentaires dans l'équation risque-avantage. Si certains d'entre eux ont trait à des questions de longue date concernant la stabilité financière et la protection des consommateurs, qui se posent cette fois dans de nouvelles configurations, un enjeu nouveau concerne l'accès des Big Tech aux données de leurs plateformes existantes. Cela pourrait entraîner une évolution rapide du système financier au travers de l'apparition d'acteurs dominants susceptibles de réduire à terme la concurrence. Le rôle des Big Tech dans la finance soulève des questions dépassant les risques financiers classiques selon la BRI. Et on continue. Donc, traiter ces sujets nécessite de parvenir à un équilibre entre la stabilité financière, la concurrence et la protection des données. Les autorités réglementaires doivent assurer une concurrence équitable en tenant compte de l'étendue de la base de clientèle des Big Tech et des spécificités de leur modèle opérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Prenez juste le cas de Facebook, qui a près de 2,3 milliards d'utilisateurs. Donc il y a beaucoup de données qu'ils ont par rapport à tous ces clients. Donc ça en fait déjà, imaginez-vous que Facebook serait une banque, c'est une méga banque, c'est une des plus grandes banques que l'on a dans le monde. Maintenant, leur modèle opérationnel, donc leur modus operandi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement, Facebook, enfin durant le cours de l'année 2018, ils ont eu pas mal de problèmes au niveau des brèches, donc des hacks et de la publication et du vol de données des utilisateurs. Donc là, ça fait partie de leur business model. Maintenant, la grande inquiétude pour les régulateurs, etc., c'est quoi? L'inclusion, l'entrée de Facebook dans le monde financier, on voit bien que ça ne va pas s'arrêter. Donc, ils vont réellement y aller. Maintenant, tiens, vu déjà ce qui s'est passé avec les données, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec les données des personnes? Mais maintenant, il y a de l'argent aussi qui est au milieu. Donc maintenant, imaginez-vous, tiens, s'il y a un hack et que des fonds sont volés, rappelez-vous comment on voit des hacks, on a vu des hacks ici sur certains exchanges, donc on va dire Binance, Bitfinex, etc., etc. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-ci? Donc là, il y a beaucoup de points d'interrogation. Donc en gros, voilà ce qu'ils veulent dire ici. Poursuivons. Donc, l'objectif devrait être de répondre à la percée des Big Tech dans les services financiers de façon à pouvoir en tirer les avantages tout en limitant les risques. Observe Yoon Song-shin, qui est le conseiller économique et chef de la recherche à la BRI. On cite, les politiques publiques doivent embrasser une approche plus complète qui s'appuie sur la régulation financière, les règles de la concurrence et la réglementation des données privées, donc les data des utilisateurs. Poursuivons et terminons avec ce point, donc point Big Tech. À mesure que s'accroît la présence des Big Tech dans les services financiers, et ce, au-delà des frontières géographiques et des périmètres réglementaires, les responsables des politiques publiques auront besoin de mécanismes institutionnels pour les aider à travailler et à apprendre ensemble. Les différentes autorités nationales et internationales devront se coordonner pour affûter et développer leurs outils réglementaires. Donc on parle de régulation. Et ça, c'est ce que l'on a vu durant la semaine. Rappelez-vous, donc l'audition qui a fait le plus de buzz, qui a généré le plus de buzz et de vues, enfin, etc. Donc tout ce tapage médiatique et battage médiatique, c'était quoi? C'était celle de Facebook avec David Marcus pour répondre aux questions concernant la Libra. Mais au même moment, il y avait Amazon aussi, il y avait Apple et Google aussi, vu qu'eux aussi rentrent dans les systèmes financiers avec des cryptos, etc., etc. Donc là, eux aussi pourraient mettre leur stablecoin ou autre chose. Mais c'est clair et net qu'ils sont déjà en train de rentrer dans l'espace. Et donc là, maintenant, beaucoup de remue-ménage, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, on va juste apporter quelques chiffres. On va zoomer un peu comme ça, on le voit clairement. Et on voit ici les big compagnies tech et qu'est-ce qu'elles sont en train de faire. On voit les progrès, donc là leur inclusion dans, comment dirais-je, dans les services financiers année après année. Vous voyez ici par exemple les big tech, donc là quand on parle de big tech, on parle de Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet, donc Google, Facebook et Alibaba. Et on voit comment ils ont commencé à gagner du terrain de plus en plus. Donc là c'est le volume de tout ce qui est fait au niveau des prêts en milliards de dollars. Et vous voyez qu'au début ils n'y participaient pas. Mais depuis 2016, 2017, ils commencent à monter. Et bizarrement, si on regarde cela, c'est réellement en relation aussi avec la montée des cryptos une fois que tout le monde était aware, donc fin 2016, 2017 et surtout fin 2017, où tout le monde a commencé à réellement savoir c'était quoi les cryptos, et là aussi c'est en train de monter. Maintenant, lorsqu'on compare cela
Vous voyez ici, la zone oscurcie, c'est pour montrer exactement, bah tiens, les compagnies financières, donc clés, donc les JP Morgan, Bank of America, etc., toutes les grosses institutions, et là, pratiquement chinoises et américaines, ce qu'elles font dans l'écosystème, on va dire, des prêts financiers et dans le secteur financier. Maintenant, on compare aussi qu'on voit des compagnies Big Tech qui commencent à monter de plus en plus, et d'année en année, on voit comment ils sont en train de commencer à gagner du terrain. Donc on se dit, bah tiens, ici, il y a réellement des soucis à se faire. Pourquoi? Parce que ces compagnies tech sont déjà bien mieux capitalisées que les banques, elles sont bien plus grandes. Donc là, encore une fois, too big to fail. Et maintenant, bah, tiens, ils sont en train de gagner du terrain petit à petit. Et on les voit ici, les big tech firms, avec leur type de revenus. Donc ouais, principalement, c'est la technologie d'information, les biens de consommation, communication, etc., etc. Et vous voyez que maintenant, dans leur business model, donc dans leurs revenus, on voit que maintenant, bah, en termes de pourcentage, elles sont pratiquement à 10% des revenus qu'elles génèrent. Là, c'est quoi? C'est tout ce qui est services financiers. Et là, c'est entre 2017 et 2018. Mais on voit que d'année en année, comme vous le voyez, on est dans une croissance, hein. Et cette croissance va prendre ici une courbe parabolique. Et donc, ça va vraiment avoir une montée exponentielle. Donc là, on s'attend à voir ces compagnies être de plus en plus importantes, comment dirais-je, dans les services financiers. Et rappelez-vous, maintenant qu'on va dans un monde, on va dire cashless, la fintech, et ils ont des gros avantages. Alors maintenant, bah, imaginez-vous ce que ça pourrait donner, ces compagnies, comment est-ce qu'elles pourraient continuer à générer encore des revenus et grandir encore plus. Donc là aussi, il y a une opportunité. Rappelez-vous que le but de l'investisseur, c'est quoi? C'est de dénicher, de détecter les opportunités. On ne dit pas que les cryptos, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça, mais on doit avoir un portefeuille quand même qui est bien balancé. Et il y a des choses qui peuvent monter vite, bien, mais aussi d'autres choses qui vont monter avec le temps, mais qui vont prendre beaucoup plus de temps à générer les 100, 200, 300 ou X% que l'on espère. Avec les cryptos, c'est peut-être beaucoup plus rapide, mais c'est très volatile aussi. Et toutes les cryptos ne vont pas spécialement être là demain. Mais ces compagnies tech, elles ont déjà prouvé qu'elles étaient là, vu que la plupart d'entre elles ont résisté à deux crises. La crise 1, celle de 2000, et numéro 2, la crise de 2008. Elles sont là. Les cryptos, elles ont été créées post-crise, et on n'en a qu'une seule qui a fait 10 ans, c'est le Bitcoin. On n'a jamais vu le Bitcoin opérer dans un environnement de récession. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Et d'autres ICO ou que sais-je, qui ont été créés après, qui ont en moyenne entre 2 et 4 ans, on ne les a jamais vus opérer dans un écosystème, enfin dans un environnement de récession. Donc là, comment est-ce qu'elles vont être choquées, elles vont-elles résister à ce stress? Mais ces compagnies ici nous ont déjà montré que oui. Et bien évidemment, à travers tout cela, on voit bien qu'elles détiennent le monopole sur les cas d'utilité déjà au quotidien. C'est quoi? Ce sont sur elles qu'on se repose pour les biens et les services que l'on consomme au quotidien. Donc d'un autre côté, on voit quoi? On voit ici dans tout ce qui est les activités financières et on regarde un peu quelques cases que l'on peut cocher par rapport à ces compagnies Big Tech. Donc vous voyez ici que par exemple Alibaba et Tencent, donc là c'est le côté East, qui sont déjà super avancés. Ils font tout. Ils couvrent les paiements, les prêts à court terme, donc du crédit, des comptes courants, ils les ont aussi à travers leur plateforme, asset management, donc tout ce qui est services financiers et assurance. Donc eux, ils couvrent cela. Baidu, qui est l'équivalent de Google, on va dire asiatique, donc chinois, eux aussi couvrent tout sauf le asset management. Google commence à aller dedans. Vous voyez ici, ils ont des prêts, enfin, ils ont déjà des prêts, ils ont déjà des paiements, ils ont déjà de l'assurance. Ouais, Amazon aussi qui rentre dedans, il ne manque plus que le asset management. Facebook qui est aussi en train de monter, Apple aussi qui a quelques points, et encore d'autres compagnies qui sont en train, comment dirais-je, d'évoluer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ceci. Donc, on peut constater une chose, c'est que le groupe East, donc les compagnies de l'Est, donc les compagnies chinoises, on va dire ça, sont déjà bien plus avancées que Google, Amazon et Facebook. Donc là, vous comprenez un peu ce qu'elles sont en train de faire aujourd'hui. Donc, Google, Amazon et Facebook et Apple sont en train de tenter d'émuler ce que font déjà les compagnies chinoises. Chose que nous, vous voyez qu'on n'a pas accès aux informations, tout ce qui nous provient de Chine. Enfin, si on les a, il y a beaucoup de distorsions, etc., etc. Mais ici, nous, on voit ce qui est en train d'être fait. Et donc là, je l'ai souvent souligné que ce qui est en train d'être fait, donc si on prend Facebook, avec la Libra, etc. Facebook, c'est l'équivalent de Tencent. Amazon, c'est l'équivalent de Alibaba. Et Google, l'équivalent de Baidu. Et puis, si vous prenez aussi les compagnies de téléphonie mobile, Huawei, Xiaomi, etc., on va aller exactement, on va dire, recréer exactement le même niveau d'environnement. Donc, vous voyez en gros ici qu'on voit bien qu'on tente de rééquilibrer le monde et eux aussi, on va dire, les compagnies occidentales mettent sur pied leurs services, on va dire, leur intrusion dans le monde financier. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, ici, il y a une opportunité. Et d'un autre côté, lorsqu'on regarde le côté Est, donc le côté chinois, c'est déjà fait là-bas. Vous voyez, là, il couvre pratiquement tout. Et ici, vous voyez encore quelques points qu'on doit améliorer. Mais quel est le gros stop? C'est la régulation. Vous voyez, en gros, c'est ça. Donc ici, il y a une grosse opportunité. Donc là, voilà sur quoi est-ce que nous, on va baser nos analyses. Regardez cela réellement en profondeur et voir, bah, tiens, où est la valeur, on doit dire, future et l'opportunité, bien évidemment. Donc ça, c'est pour le côté Big Tech. Et maintenant, on va dans le côté East-West. Donc bien évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des tensions entre la Chine et les États-Unis et les partenaires chinois et les partenaires nord-américains. Mais réellement, ben, qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont réellement les choses qui sont dans les entrailles? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Et on comprend bien que derrière tout cela aussi, ben, qui dit trade, qui dit tension, il y a beaucoup de choses. Mais bon, ici, on n'a pas le temps de rentrer en détail dans tout cela. Mais on va rester dans l'optique guerre East-West, au-delà de la guerre commerciale.
Qu'est-ce que cela a à voir avec le Cashless Society? Et on va le découvrir tout de suite. Donc ici, une brève introduction. Donc par rapport à, enfin East-West, donc la guerre East-West, et Cashless Race, donc une course. Mais une course sur quoi? Sous le couvert de compétition. Donc voyons ce qu'on va découvrir ici. On découvre que la Chine va devenir la première société sans cash au monde, selon un contributeur du China Daily. Rappelez-vous, nous ici, moi je suis basé en Europe, je pense que la plupart d'entre vous aussi, on est dans le monde occidental, on a une vision des médias occidentalo-centriste. Et lorsqu'on nous décrit ce qui se passe de l'autre côté du globe, c'est sous les yeux, sous la loupe de tout ce qui est occidental. Mais maintenant, provenant de ce qui est là-bas, il y a une toute autre manière de voir la chose. Avec aussi, bon, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais on voit plus ou moins ce qui est en train d'être fait ici. Donc maintenant, nous, on va tenter d'avoir un point de vue indépendant et une analyse critique. Donc regardons. Et qu'est-ce qu'on constate? On voit que la Chine, qui est le pays qui a introduit le monde au billet, donc aux notes de banque, donne le ton à la concurrence pour devenir la première société sans cash. Donc ici, on retrouve le mot concurrence, donc le mot compétition. Donc là, vous comprenez exactement mon sous-titre. Donc, déjà en 2017, plus de 3/4 des Chinois utilisaient les paiements numériques, donc sans cash, de préférence par rapport au cash. Et leur nombre augmentait rapidement. Aujourd'hui, la Banque centrale, donc la PB aussi de Chine, et d'autres autorités financières ont annoncé leur intention d'étendre les avantages du cashless aux 4 personnes sur 10 qui vivent toujours dans des zones rurales en Chine. Donc on va dire qu'on va toucher une partie de la population rurale, mais compte en banque, etc., non. On va leur donner un dispositif à travers lequel ils vont pouvoir participer à l'économie, mais le tout déjà de manière cashless. Vous voyez déjà ici, il y a un gros. Il y a un gros coup. Pourquoi? Population. Les États-Unis, si on prend juste les États-Unis et l'Europe, à eux deux, ça fait plus ou moins 700 millions d'habitants. 340 et des poussières, 320, 330 d'un autre côté. À eux deux, ça fait 700 millions d'habitants. Mais si maintenant on prend juste la Chine, c'est 1,2, 1,3. Donc c'est déjà le double de la population américaine et européenne. Quand je dis euro, c'est zone Union européenne. On va dire même la zone euro. Donc c'est déjà un double. Donc là, c'est déjà énorme, déjà tout ce qu'on est ici. Donc, vous voyez que ces compagnies, vu qu'il n'y a pas trop de compagnies qui sont là, qui vont commencer à donner ce genre de service, donc imaginez-vous un dispositif, donc téléphonie mobile. Si on parle chinois, bon, ça va être Huawei et Xiaomi. Maintenant, passons, qu'est-ce qu'il y aura comme application ici pour faire des paiements et participer à l'économie? Il y aura Alipay, il y aura WeChat Pay de Tencent et quelque chose de, on va dire, si on reste 100% chinois, Baidu. Donc imaginez-vous ici avoir une micro-commission sur toutes ces transactions avec toutes ces personnes dans l'économie. Donc ça fait quoi? Ça fait des revenus pour ces compagnies. Donc leur business model ici va en prendre un coup et ça va être grand si on arrive à avoir cette inclusion financière de cette partie de la population qui vit dans des zones rurales. Donc c'est un grand must. Maintenant, est-ce qu'on peut en dire autant ici en Europe? Donc vous voyez que, en Europe, dans le monde occidental, vous voyez qu'il y a des coups à jouer, mais rappelez-vous, on a bien vu le miroir qui est fait. East-West, l'Ouest l'Ouest ici tente de, d'émuler et de mettre sur pied ce qui est déjà fait à l'Est et eux ils sont déjà bien plus avancés. Donc c'est là exactement qu'on a une grosse opportunité et ça mérite qu'on passe tout cela à la loupe. Poursuivons maintenant. Et deuxième phase, et on termine ici, et c'est quoi? Donc l'accent mis sur les communautés agricoles va encore affaiblir la perception que les paiements électroniques sont l'apanage des milieux urbains prospères. À l'échelle mondiale, la Chine se situe derrière la Suède qui vise à ne plus avoir d'argent liquide dès 2023. 2023, c'est très 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 proche. Donc cependant, la croissance des paiements sans cash en Chine est beaucoup plus importante compte tenu de la taille de sa population, donc la chose que je venais d'énoncer précédemment. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Les Chinois ont, dans une certaine mesure, dépassé la révolution des cartes de crédit et de débit. Donc ils sont déjà passés à autre chose. Ils sont déjà dans les paiements à travers le dispositif mobile. Et vous voyez ici, on a encore carte de débit, crédit. Vous voyez ici, ça commence à, entre parenthèses, virtualiser nos cartes et l'avoir directement dans le téléphone, dans le dispositif mobile et pouvoir payer avec cela à travers le NFC. Donc si on avait étudié cela, on a analysé cela dans le rapport Cashless numéro 1, donc dans le VAM Cashless Society numéro 1. Voilà quelque chose, des points qu'on a passé en revue. Vous voyez que là-bas, ils sont déjà dedans. Donc rappelez-vous, l'Ouest tente d'émuler ce qui est déjà fait à l'Est. Maintenant, quels sont les acteurs que l'on a ici à l'Ouest qui peuvent faire cela? On a déjà on a déjà énoncé les noms de ces compagnies. Donc on voit déjà qu'ils sont déjà passés au niveau supérieur des cartes de crédit et cartes de débit qui ont impacté les économies avancées au siècle dernier. La plupart des nouveaux utilisateurs utilisant la technologie mobile pour se passer du cash. Et donc là, qu'est-ce qu'on a là-bas en Chine? On a le Alipay et on a le WeChat Pay. Donc là-bas, voilà exactement ce qu'on retrouve ici.
Donc, on comprend bien ici ce qui se passe, ouais, donc cette cashless race, donc cette compétition, cette course, et on va dire ce qui sous-tend un peu tout ce côté ici trade war. Bien évidemment, il y a d'autres aspects à cela, mais ici je reste dans ce côté compétitif, compagnie, et où est l'opportunité pour un investisseur, pour un spéculateur, et etc. Donc voilà exactement quel était le point de vue que moi je voulais mettre en avant et partager avec vous. Maintenant, si on doit se représenter cela de manière graphique visuel, on voit bien ici East-West. Donc à l'est, rappelez-vous, on a Tencent avec leur application WeChat Pay, que déjà la plupart des Chinois sont en train d'utiliser. On a Alibaba Group avec leur application Alipay. Ça, ce sont les compagnies que l'on va analyser. Donc on va vraiment se focaliser dessus, avoir des chiffres, regarder des métriques, etc. etc. Et d'un autre côté, maintenant à l'ouest, on a maintenant les outsiders, donc les contenders, donc ceux qui viennent en compétition. On a Facebook avec le Libra et Amazon avec le Amazon Pay. Donc là, c'est notre guerre East-West, États-Unis, Chine et vous, bien évidemment. Et bien évidemment, il ne faut jamais oublier une chose, qu'en Europe, nous, ou en Afrique, ou en Amérique latine, on n'a pas l'équivalent de Facebook ou d'Amazon. Donc, par défaut, on utilisera déjà leurs produits à eux. Alors qu'avec la Chine, c'est une grosse. Il y a beaucoup, comment dirais-je, de population, ce qui fait que là, on a déjà beaucoup de personnes qui sont en train d'utiliser cela. Donc, il y a déjà un certain volume qui est généré. Maintenant, avec les dernières news, qu'on a vu qu'un ex-représentant et un ex-gouverneur de la PBOC, donc de la Banque centrale chinoise, après l'annonce et la publication du white paper du Libra et tout ce qu'on a vu, tout ce battage médiatique, il encourageait aussi les dirigeants et ceux qui gèrent les politiques monétaires chinoises de tokeniser le yuan et de les mettre sur la blockchain et d'avoir aussi un stablecoin du yuan. Donc automatiquement il sera où il y a déjà les wallets et là où on a le yuan digital qui circule, par défaut, on sait bien que ces entités, enfin on suppose, et il y a de fortes probabilités, donc très hautes, à plus de 50%, que des entités comme WeChat Pay, et enfin des applications comme WeChat Pay et Alipay continuent à être utilisées. Au même titre qu'ici, on voit que tiens, Facebook, équivalent de Tencent, tente de faire la même chose avec son Libra, qui serait une espèce de WeChat Pay. Amazon avec le Amazon Pay, faire exactement la même chose. Apple Pay, Google Pay, etc. etc. Donc vous voyez ici, on retrouve l'équivalent. Donc là, il y a une opportunité, et donc là, ça mérite notre attention et de plus amples investigations. Alors maintenant, pour regarder les autres compagnies Big Tech, donc là, celles qui opèrent déjà dans le monde financier et dans les informations, etc., qu'est-ce qu'on a? On a American Express et on a la compagnie Square de Jack Dorsey, PDG de Twitter. Donc là, qui opèrent déjà, qui sont déjà en train de faire des choses au niveau de tout ce qui est blockchain pour American Express, et Square qui intègre déjà des paiements, des passerelles de paiement avec des cryptos, notamment le Bitcoin. Et maintenant, on poursuit. Et pour terminer l'idée ici, New Consumer Payments in Industry, donc une nouvelle industrie basée sur la consommation. Donc là, les commerces. Quels sont tous ces types de commerces, ces nouvelles industries ici qui sont en train d'émerger et qui vont pouvoir tirer profit de la société cashless et, comment dirais-je, des applications et des opportunités, des solutions de paiement plutôt que rapportent des cryptos comme Litecoin, le Dash, le Monero et le Zcash comme vous voyez aussi. Donc ça va compléter ici nos actifs. Donc on a une bonne balance entre compagnie, donc actions de compagnie, et d'un autre côté ici, on a des cryptos. Rappelez-vous que ça, c'est le complément au rapport numéro 1 cashless. Ça, c'est le rapport numéro 2 et on va bien plus loin. Dans le premier rapport, on avait vu Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold et le Bitcoin Satoshi Vision. Donc, on a fait la famille des Bitcoins. Et ici, on continue encore avec la famille des Bitcoin, Litecoin et Zcash et des cryptos similaires et qui apportent de la privacité, donc le Dash et le Monero. Mais le tout ici sert à quoi? À l'industrie des paiements, donc payer pour des biens et des services au quotidien. Donc, voilà exactement quels sont tous les actifs qui vont réellement constituer ce rapport. Et vous avez eu une brève introduction réellement sur ce qu'on va voir donc lorsqu'on va regarder la thématique East-West, États-Unis, Chine. Et d'un autre côté, lorsqu'on va regarder les big tech, quelles sont les compagnies qu'on va regarder sur base de ce qui a déjà été fait dans le rapport précédent, on va reprendre les mêmes formules, la thèse, le développement de la thèse, et ensuite aller regarder des métriques fondamentales, etc. et voir où sont les opportunités dans différents cas de scénarios. Scénario de bear market, de récession, de ci, de ça, et ensuite, tiens, nous, comment pouvoir rentrer dans le marché et tirer avantage de tout cela. Donc, voilà. Comme je disais, le scénario parfait pour nous, pour pouvoir tirer avantage de tout cela, c'est récession, bear market. On aurait quoi? Ceux qui ont l'habilité, qui savent shorter, pouvoir shorter le marché si ça va vers le bas, donc avec ces compagnies ou ces cryptos, ou indices, ETF, peu importe. Ensuite, acheter les mœurs de ces compagnies, faire des soldes lorsqu'elles sont bien plus bas, donc moins 10, moins 20, moins 30, moins 40. On verra jusqu'où le marché peut aller et on verra bien évidemment ce qui se passe. Donc rappelez-vous, c'est pouvoir, je ne vais pas dire improviser, mais être flexible par rapport à la lecture. Donc on prend ce que le marché nous donne. On ne provoque pas le marché, vous et moi, donc nous, on opère
dans le marché. Par rapport à ce qu'on le voit, bah, tiens, on se positionne. Et bien évidemment, on va profiter du next business cycle. Donc ici, déjà, on a un nouveau business cycle qui va s'effectuer dans quoi? Bah, dans l'avènement de tout ce qui est fintech, l'innovation et la société future cashless. Donc là, ici, bah, tiens, on s'attend à ce que le business continue à être florissant pour la plupart de ces compagnies. Et donc, nous aussi, on tient à y participer. Donc voilà, en gros, l'idée. Maintenant, poursuivons. Et les premières questions qu'on avait déjà, bah, tiens, dans la première présentation, on va les passer en revue ici. Cette question, bah, qui a accès à ce type de rapport? Que contient le rapport? Donc je pense qu'on l'avait déjà vu. Quand sera et quand seront publiés les rapports? Comment sera diffusé le rapport? Où me procurer le rapport? Combien coûte le rapport? Y a-t-il une formule de souscription? Et pourquoi dois-je me procurer ce rapport? Donc brièvement ici, répondre à ces questions. Bah, tout le monde a accès à ce rapport. Donc ici, il n'y a pas de limitation par rapport à votre capital ou quoi que ce soit. Tout le monde ici peut avoir le rapport. Voilà pourquoi est-ce qu'on a mis à un prix qui est super abordable. Pourquoi? Comme ça, bah, tout le monde a accès à cela. Rappelez-vous, notre slogan, nous, c'est quoi? Bah, c'est d'être le terminal d'intelligence pour tout le monde. Donc, tout le monde avoir accès à des rapports d'intelligence d'un très haut niveau, mais vraiment bah, exposés d'une manière très simple. Donc, c'est-à-dire quoi? Bah, tout le monde peut digérer l'information que l'on publie ici. D'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a dans le rapport et comment c'est fait. Donc, on va expliquer le modus operandi au slide suivant. Ensuite, comme on le dit ici, la fréquence. Donc, on va tenter de publier au moins un rapport par mois. Mais rappelez-vous, ce sont des idées. Et, comment dirais-je, il faut bien évidemment qu'elles soient structurées, qu'elles soient présentées d'une manière, comme je dis bien, qui va permettre à tout le monde, à une large portion de la population, pratiquement tout le monde, de pouvoir digérer cela. Donc, on va comme se maintenir à un minimum de 6 rapports par an. Et, comme on le dit ici, il n'y a pas spécialement de publications qui sont faites. Pourquoi? Parce qu'il faut que le temps que le rapport soit bien fait, ou bien qu'il soit déjà assez bien avancé, et ensuite continuer à inclure, comment dirais-je, pas mal de choses actualisées, des graphiques, ou si on est en période de publication, etc., les nouveaux rapports, les nouveaux bilans que la compagnie publie tous les trimestres, etc. Donc là, voir quand est-ce que le rapport est prévu, programmé et s'il concorde avec ces zones, enfin ces périodes de publication, etc., afin d'avoir un rapport qui va être actualisé. Ensuite, une fois que le rapport est fini, comment est-ce qu'on le diffuse? Qu'est-ce qui est fait? Une fois que le rapport est fait, il sera publié et diffusé sous différents formats. Comme on l'a vu au début, on a un PDF, donc le premier PDF était 116 pages, vidéo MP4, plus de 10 heures de vidéo, et les vidéos sont faites pourquoi? Pour articuler tout le PDF, apporter des commentaires et des points clés, des petits trucs, des petites astuces ici, et bien évidemment commenter bien plus en profondeur aussi tout ce qu'on voit. Donc le PDF est un support et la vidéo aussi est un support qui vous permet de comprendre les concepts et les mécanismes derrière certains points. Donc là, on a les vidéos MP4 et le tout est fait, c'est les vidéos MP4 afin d'articuler le rapport et apporter commentaires et autres indications clés afin d'en avoir la meilleure interprétation possible. Et en troisième point de publication, on a des fichiers audio MP3, comme ça vous pouvez les écouter, comme bon vous semble. Ensuite, où se procurer le rapport, où il est publié, et comment y avoir accès? À travers notre site web, on a l'adresse ici, donc jstume.com, et une fois que vous êtes dedans, vous êtes dans la partie solutions, et là vous allez voir, vous défilez le menu, enfin la page, et vous allez arriver à la partie VAM, c'est écrit bien en grand, et VAM numéro 1, VAM numéro 2, il y a même un pack qui a été fait, et pour pouvoir se procurer le rapport une fois qu'ils sont mis en ligne. Maintenant, les précommandes sont ouvertes, comme on avait fait pour le rapport numéro 1. On a tout un listing, on sait qui a acheté quel rapport, et lorsque le rapport est publié, donc les vidéos sont publiées, vous allez le recevoir directement à l'adresse email que vous avez envoyer et utiliser pour avoir accès au rapport. Le prix du rapport ne dépassera pas les 55 euros, donc exactement 54,95 € par rapport. Et donc là, c'est le prix que l'on a maintenu. Rappelez-vous, personne n'est exclu, donc tout le monde ici a accès à avoir cela. Donc là, rappelez-vous que le but du jeu, c'est quoi? C'est d'être exposé à pas mal de choses. Et ça, on l'a expliqué en long et en large lors du premier rapport. Vous voyez que quand on est client d'un wealth management, d'une banque privée, etc., on a accès à tout ça. On a accès à toutes ces informations, à ces opportunités, comment les déceler, les rapports qui sont faits ici et ça. Mais le particulier n'a pas cela. On a Internet. Donc là, je vous invite vraiment à regarder la vidéo, donc VAM présentation. Donc là, vous aurez le lien ici pour comprendre le pourquoi du comment on le fait. Vous voyez ici, on va vraiment dans tout ce qui est objectif. Tout ce qu'on voit sur Internet, c'est bien beau, mais c'est subjectif et ça n'a jamais rendu quelqu'un riche. Ici, le but du jeu, c'est de savoir ce qui se passe, savoir ce que l'on fait, comment analyser les choses et comment mettre sur pied un système, une stratégie et opérer comment dirais-je, le plus longtemps possible et générer des gains. Donc là, voilà en gros ce que nous on met en avant, donc des rapports qui sont réservés, on va dire, à une certaine classe de la population, mais maintenant aussi apporter ce genre de rapport pour tout le monde. Donc voilà en gros ce qu'on fait, et pour cela, tiens, les prix sont plus que convenables. Ensuite, dernier point, comme nous l'avons vu à la page 21, et donc on va le voir au slide suivant, et en début de présentation, le particulier n'a pas de support au moment d'opérer. Donc c'est la raison pour laquelle il faut avoir le rapport. Parce que le particulier n'a pas de support, comme je disais, au moment d'opérer. Le but est d'apporter de la valeur à travers un service de très haute qualité, tout en étant abordable et accessible à tous et pour tous.
Maintenant, comme on voit le modus operandi, bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que moi j'opère? Comment j'opère? Parce que ce sont mes idées que je partage avec vous. C'est une génération d'idées originales, basées sur le bottom-up, top-down. Donc là, c'est des manières de regarder le monde. Bah, le monde et où il va. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les tendances? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que ça? Bah, là, comme je voulais le décrire à travers une thèse simple. Ensuite, on a la conception et la production d'un rapport de recherche. Donc là, comme vous l'avez vu, bien établi, donc les sens, espace de rapport. Et ensuite, on met sur pied une stratégie et on la met en exécution et on gère l'idée originale. Bah tiens, par rapport aux événements ultérieurs, ce qui viendrait se compléter une fois que le rapport est fait, on a différents cas de figure, donc différents scénarios, et par rapport à ce qu'on voit, ce qui se matérialise, et ben nous on sait exactement, bah tiens, s'il se passe ça, je fais ça. J'en ai à tel niveau, je fais ça. Bon, j'en entendais telle news est en train de renforcer tel point. Tiens, ici, pour avoir une récession, donc là, je peux encore accumuler un peu plus bas. Tiens, là, ici, bah tiens, les politiques mondiales, les banques centrales, etc., montrent qu'on a atteint le bas de la récession. Si jamais on est dans une récession, vous voyez, un peu comme 2007-2008, les bas de 2009, tiens, maintenant on repart. Donc là, ici, je peux être un peu plus agressif, j'accumule un peu plus, etc., etc. Vous voyez que tout ça, on le voit, on passe cela en revue. Voilà presque le rapport est articulé. Si je vous donnais tout simplement cette présentation, tout simplement un PDF, vous essayez de lire quelques lignes et ensuite, il n'y a rien du tout. Donc là, on voit bien, il y a des spécificités et des petits trucs, des petites astuces que l'on rajoute, bien évidemment, vu que je suis quand même assez inspiré lors du rapport. Et donc voilà, c'est ça qui vient réellement enrichir le contenu qui est diffusé et partagé avec vous. Ensuite, on voit bah, le processus, quel est-elle? Le J-Situment dit, nous on fait la génération d'idées, la thèse et l'opportunité. L'analyse fondamentale, technique et quantitative, oui, on a des métriques où on fait des cross-références, on regarde les actifs en analyse relative, donc un par rapport à l'autre, donc on est Bitcoin par rapport à Visa, etc., etc. On a un aparté avec notre risque matrix, donc on voit le monnaie et le risque management, on a une modélisation. Cela vous permet d'avoir ici ben, un support, un point de départ, bah, tiens, je vois ça, ah, bah, maintenant, par rapport à ça, bah, moi je vais adapter cela à ma situation personnelle, et bah, tiens, voilà exactement ce que je peux faire ici. Et bien évidemment, on apporte tout un panel d'actifs et d'objets, bah, tiens, enfin d'objets et d'outils bah, qui vous permettraient bah, tiens, de savoir comment opérer dans telle situation de marché et vraiment amener tout cela à vos connaissances. Et ensuite, on a quoi bah, les différents horizons de temps. Bien évidemment, ici, on parle de holding long terme, profiter d'un cycle business et par rapport à cela, bah, une fois que vous êtes bien positionné sur le cycle business, mais entre-temps, bah, rien ne vous empêche d'avoir accès à des opérations à moyen terme et pourquoi pas à court terme. Mais d'abord, c'est la fondation. Vous voyez, on ne commence pas une maison par le toit ni par la cheminée. On commence par la fondation et la fondation, on creuse. Une fois que la fondation est solide, on a un rez-de-chaussée, un premier, un deuxième, un troisième, et etc. Donc là, ici, bah, le J-Situme, c'est votre fondation. Nous, on est la plateforme. On publie la recherche et on la diffuse. Elle est publiée, elle est vendue sous forme de service payant aux clients. Donc voilà exactement ce que l'on fait. Et donc ici, ben, pour avoir un petit exemple, avec une des compagnies que l'on va avoir dedans, ben, c'est American Express. Le point numéro un de rapport, comme on l'a vu au début d'émission, ben, c'est quoi? C'est la thèse. Ensuite, on développe le tout. Donc là, exemple, American Express, tiens, la thèse, sa place dans le Cashless Society. On développe quelles sont les choses qu'ils sont en train de faire American Express, comme vous voyez ici à l'écran. On nous parle du développement, vous voyez, Mastercard, Square, etc., etc. Donc toutes ces compagnies sont dedans. On parle de l'ETF, XLF, tout ça, ce sont des choses qu'on a revues. Et la place d'American Express, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et comment ils vont de l'avant dans ce monde cashless et tiens, pourquoi il y aurait un potentiel d'opportunité avec eux. Ensuite, le point 3, bah, c'est les performances. Donc, on passe en revue bah, les fondamentaux, les métriques fondamentales de la compagnie. Donc là, quelques points comme ce que vous voyez ici. On interprète tout cela et on va bien plus en profondeur lorsque c'est nécessaire. On a un point sur le bilan, donc les bilans trimestriels, semestriels, annuels. On repasse le tout en revue pour voir la projection, la trajectoire. Comment est-ce qu'un scénario de récession pourrait impacter bah, le revenu de la compagnie et pourquoi ce serait baissier, pourquoi ce serait haussier. Et nous, bah, comment pouvoir tirer avantage de cela, comment pouvoir se positionner cela bah, si réellement bah, l'un ou l'autre événement impacterait cela de manière négative ou positive, bah tiens, comment être positionné par rapport à ça. Donc, comment avoir l'interprétation entre les performances, lorsqu'on sait ce que la compagnie génère comme revenu, avec les fondamentaux qu'on voit ici. Donc, c'est très important d'avoir l'aspect fondamental. J'entends souvent pas mal de personnes qui disent, ouais, non, les fondamentaux, blablabla, c'est pas important. Non, c'est faux, c'est important. Je le dis et je le répète encore, ceux qui vous disent cela, c'est parce qu'ils ne savent pas faire les fondamentaux, point. C'est tout simplement ça. Ce sont leurs lacunes qu'ils tentent de masquer. Mais il faut savoir tout faire. C'est comme si moi je vous dis, tiens, je vous apprends à conduire, mais je vous apprends qu'à passer la première. Et deuxième, troisième, non, 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 c'est pas important, tu passes la première. Avec ça, ça ne tient pas. On va apprendre à manœuvrer et tout, apprendre tout le levier de vitesse, enfin toutes les boîtiers de vitesse et comment jouer avec tout, enfin comment manœuvrer le tout, point. C'est exactement la même chose ici. Ici, pourquoi avoir des zones d'ombre? Non, on fait le tout. Et souvent maintenant, souvent, l'environnement du marché dans lequel on opère, il y a des marchés, des phases de marché, je dis bien des phases de marché qui sont bien plus techniques, donc spéculatives, et d'autres qui sont bien plus fondamentales. D'autres qui sont bien plus macro, d'autres qui sont micro. Si ça, donc il faut savoir ce qu'il y a. Et maintenant, par rapport à ça, on va pouvoir reconnaître les différentes phases de marché par lesquelles on passe. Et là, on opère ici avec succès. C'est une des raisons pour lesquelles le particulier perd, parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Tout simplement, c'est ça.
Et donc pour finir ici, on a les points 5, on regarde les niveaux clés, comment intervenir sous divers scénarios avec des projections. Bah tiens, on assume qu'il pourrait se passer ça, ça, ça. Bah s'il se passe ça, 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 et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on voit. Donc là, ce sont des points clés que l'on retrouve dans nos rapports. Et on a le risque matrix. Bah tiens, ici, bah tiens, sur base de quoi? Bah comment acheter, comment me positionner? Bah sur base de, bah tiens, j'ai un capital de autant, qu'est-ce que je fais? Si, ça. Oui, rappelez-vous, c'est un support pour vous. Donc c'est une idée qui vous permet d'avoir un support. Et par rapport à cela, bah, vous allez ajuster et adapter cela à votre situation personnelle. Et donc maintenant, pour revenir avec le mot de la fin, bah, combien coûte le rapport? Bah, le prix du rapport VAM numéro 2 et le Cashless Society East-West avec les Big Tech Crypto Payment in the New Consumer Industry. Donc le rapport est à 54,95 €. Il est en précommande. Donc le rapport sera publié ici mi-août, fin août, on va dire en gros pour la rentrée. Donc une fois qu'il est en précommande, comme on a fait pour le premier, une fois que le rapport est en train d'avancer, on est là, on le publie. Pourquoi est-ce que le rapport a ce delay entre le temps où vous le précommandez et il est distribué? Maintenant, on est en période de earnings. Donc, c'est quoi ici? Les périodes de publication trimestrielles. Ce qui fait qu'on ne va pas publier le rapport avant de l'avoir. Le rapport est déjà là, il y a pas mal de choses qui sont déjà faites. Maintenant, c'est juste actualiser les données que l'on a. Vu que les compagnies vont publier de nouveaux rapports, il y a de nouvelles informations aussi qui vont nous parvenir. Donc, ça va enrichir déjà le rapport que l'on a. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il y a ce petit temps. Une fois que cette phase elle est passée, qu'on a les choses mises à jour, que c'est actualisé, on se dit, bah tiens, autant on avait déjà ça. Voilà. Facebook a ramené ceci, Amazon a fait ça, Tencent a fait ça. Si ça apporte un plus à ce que l'on avait, donc des éléments que l'on n'avait pas, eh ben, on l'introduit dans le rapport et ensuite il est publié. Donc en gros, voilà tout simplement pourquoi la chose est là. Mais de toute façon, une fois que vous êtes, comment dirais-je, que vous avez payé pour le service, nous on est là, on vous a dans la base de données, on sait qui est qui et quoi, et on peut maintenir des correspondances, il n'y a aucun problème. Jusqu'à présent, bah tiens, tous ceux qui ont eu les VAM Report ont tous été satisfaits, donc là, ben, je vois pas pourquoi ça changerait ici. Donc là, bah, voilà. Et en plus de cela, bah, pour tous ceux qui n'auraient pas eu accès au cashless numéro 1, bon, on a fait un pack, donc la cashless vidéo 1, enfin rapport 1 et rapport 2, on a fait un pack ici, les deux rapports, pour 99,95, donc là pour tous ceux aussi qui voudraient l'avoir. Et le tout est déjà disponible ici à travers notre page, donc suivez le lien ici, jessitum.com. Une fois que vous êtes sur la page, à la partie solutions, et là directement, ben, en faisant défiler la page jusqu'à ce que vous arrivez à la partie VAM, ben, vous allez voir VAM Report numéro 2, VAM rapport numéro 1 et il y a un pack. Donc là-bas, si vous avez déjà eu le numéro 1, bah, directement pour aller au numéro 2. Et ceux qui n'avaient pas les rapports, bah, tiens, que vous avez vu que, ah bah tiens, oui, là, il y a un plus. Rappelez-vous, c'est toujours pédagogique, informatif et c'est un support pour vous, vous permettre encore d'aller bien plus loin et vous apporter et pouvoir combler vos lacunes. Tout simplement, c'est ça. Et ben là, il y a un pack qui a été fait pour vous spécialement à cet effet. Donc là, n'hésitez pas aussi à rentrer en contact avec moi bah, directement à travers les mails corporatifs. Donc là, business@gestum.com, vous allez avoir ces emails corporatifs en description de vidéo si vous avez besoin de plus amples réponses, enfin questions à vos réponses, et, enfin questions et réponses, etc. Et passer des coups de fil, bah, vous avez ici le numéro de la compagnie et vous m'appelez. Et ici, je serai ravi de pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc en gros voilà, et comme je dis au début, je vous invite vraiment à regarder la première vidéo. Donc là on a introduit le service VAM et la première idée ici, donc Bitcoin et les compagnies tech, récession 2020-2021, si jamais ça arrive, l'opportunité que l'on a ici. Et donc là vous voyez que là, ça introduit bien pas mal de choses avec le pourquoi, du comment, ben, qu'est-ce qui se passe pour les particuliers, pourquoi est-ce qu'on n'est pas exposé à ce genre de choses, quelle est réellement la proposition de valeur ici du JCTream à travers le service VAM, donc Virtual Autonomous Asset Management, ce que l'on fait, ce qu'on a dans les rapports. Bon, là, vous avez vu exactement ce qui s'est passé déjà dans ces rapports. On a eu un énorme succès déjà pour le rapport numéro 1, donc on pense qu'on va réitérer le succès pour le rapport numéro 2, vu que quoi, on fait attention à la clientèle, on fait attention à la demande. Ici, vu qu'il y a une demande, eh ben, nous, on vient avec une offre, une proposition d'offre de solution, et pour le moment, bah, ça s'est passé magnifiquement bien. Donc un grand merci aussi à tous ceux qui ont eu accès au rapport, vu que moi aussi, ça nous permet, nous aussi en interne, de revoir ce que l'on fait, de simplifier ce que l'on fait afin que ça puisse être diffusé et toucher une plus large audience et pouvoir ici ben, apporter un service de qualité à tout le monde. Donc voilà, service virtual Autonomous Asset Management, dit VAM. Ça, le service est déjà disponible au www.gistum.com. Donc un grand merci pour avoir suivi cette présentation. Et donc voilà, ben, je vous retrouve de l'autre côté lorsque c'est fait. Donc n'hésitez pas à me contacter via le mail corporatif, via le numéro de téléphone qui s'affiche ici que vous avez disponible sur la page web ou ici en description de vidéo. Et pourquoi pas, bon, on retrouve lors de ce rapport. Et si vous n'avez pas le numéro 1, ben, c'est le moment rêvé, l'occasion de pouvoir l'avoir. Le rapport est déjà là, est déjà disponible. Et donc voilà. Donc là,
là, ça n'attend que vous. Un grand merci à tous. Bonne continuation. Bon visionnage de cette vidéo et de toutes les autres vidéos que l'on fait, nos Genesis, nos B2Co et ceux qui sont avec nous au CryptoBlock News, eh ben, on se retrouve au CryptoBlock News. Vous voyez qu'on a beaucoup d'autres solutions, donc les Global Crypto Research, les consulting, etc. Donc on fait pas mal de choses, le Trading Wall Street, pour ceux qui veulent apprendre exactement comment manœuvrer l'environnement de tout ce qui est trading et investissement. Donc on a toute une panoplie de services qui sont là pour vous servir. Donc un grand merci à tous. Excellente soirée, journée, bonnes vacances, bonne continuation et on se retrouve très bientôt. Merci à tous. Bye bye.